C'est sous les manguiers, un endroit pittoresque dans la commune de Sonfonia, que le grand romancier Thierno Monenembo nous a donné rendez-vous. Un endroit calme et paisible qui reflète typiquement les lieux favoris d'un écrivain de sa trempe. Tout vêtu de marron, cet homme du 4e âge n'a rien perdu de son charme. À notre arrivée, il était sereinement assis. Il nous attendait. C'est donc dans cet espace vert qui apporte paix et tranquillité que l'équipe de Guinée Matin TV a passé l'entretien avec lui. Auteur de plusieurs romans à succès, tels que Crapaud Brousse, Les écailles du ciel, L'aîné des orphelins, Le roi des Kaël, Le terroriste noir, Un attiqué pour Elgas ou encore Peul, pour ne citer que ceux-là. Thierno Monenembo né Thierno Saïdou Diallo a vu le jour en 1947 à Poredaka, dans la préfecture de Mamou. Fils d'un fonctionnaire guinéen, il débutera ses études primaires dans son village natal, avant d'être muté au cours normal de Cancan pour y poursuivre ses études secondaires. Cependant, après ses études secondaires, qu'il effectuera entre les 4 régions de la Guinée, le jeune adolescent qui deviendra plus tard un grand romancier n'a pas pu continuer son aventure scolaire en Guinée. Il a dû fuir le pays et le régime d'Ahmed Sékou Touré en 1969. Il déposera ses valises à Dakar au Sénégal, où il a commencé les études universitaires. Mais il n'a pas pu les continuer dans ce pays, car à cause d'un moment de grève, il y avait des perturbations répétitives des cours. Le jeune Guinéen décidera alors de quitter la capitale sénégalaise pour un autre pays voisin de la Guinée, la Côte d'Ivoire. Là-bas, il va s'inscrire et fera 2 ans à l'université avant de poursuivre son chemin à Paris en France en 1973. Les romans de ce grand écrivain guinéen de sa Guinée natale, que l'aventure littéraire a commencé avec le célèbre roman Les Crapauds Brousse. De son enfance à son parcours académique jusqu'à sa carrière littéraire, Thierno Monenembo nous parle à cœur ouvert. Au début de cet entretien, Thierno Monenembo nous plonge dans son enfance. S'il est né à Poredaka, c'est tout simplement parce que ses parents devaient suivre une coutume familiale. Mon enfance, elle est si loin derrière moi qu'il m'est difficile de reconstituer toutes les facettes. Mais je crois savoir qu'elle fut à peu près la même que tous les gens de ma génération en Guinée à cette époque-là. Je suis né dans un village, Poredaka, pas loin de Mamou. J'aurais même pas dû naître là, j'aurais dû naître à Boulivelle où mon père travaillait. Mais mon grand-père avait un principe, tous ses petits-fils devaient naître dans sa concession. On a fait venir ma mère spécialement pour qu'elle accouche, on est revenu rapidement à Boulivelle, puis on est venu s'installer à Mamou, où j'ai fait les premières années de mon enfance jusqu'à 5 ans. De parents divorcés de son enfance, Thierno Saïdou Diallo fut élevé par sa grand-mère paternelle. Il explique que c'est pour rendre hommage à cette dernière qu'il a appris le sobriquet Monenembo, qui signifie dans sa langue maternelle Thierno de Nenembo. Mes parents ont divorcé. On m'a donné en éducation à ma grand-mère, que j'ai appris Nenembo. C'est celle-là qui m'a éduqué à Poredaka. Donc mon enfance réelle, je l'ai passée à Poredaka. Les premières années à Mamou, mais mon enfance réelle de 5 à 12-13 ans, c'est à Poredaka. C'est là que vraiment j'ai posé mon regard sur le monde à Mamou, mais c'est vraiment à Poredaka que je me suis plongé dans le bain réel de l'existence. Poursuivant, il a confié comment il a passé ses études primaires et secondaires entre son Fouta natal et les autres régions naturelles de la Guinée. À l'époque, il y avait très peu d'établissements secondaires en Guinée. Très très peu. Les colons avaient laissé quelques établissements scolaires. Il y avait les 2 lycées de Conakry, un collège de jeunes filles, un cours normal de jeunes filles, un collège technique. C'est tout ce qu'il y avait à Conakry. Il y avait le collège technique de Kindia, l'école normale de Kindia, un collège technique à Cancan, et le lycée à Labé et le lycée à Dalaba. Il n'y avait rien d'autre. Ce qui fait qu'on mutait les élèves un peu comme on mutait les fonctionnaires.
J'ai fait le certificat d'études et les examens de bourse à Dakar, mais c'est à Kankan que l'on m'a muté, au cours normal de Kankan. Je suis venu là au mois d'octobre, en novembre ils l'ont supprimé, c'est devenu l'hôpital de Kankan. Et l'université, ce qui devait devenir l'hôpital, est devenu l'université. Ils sont très forts en manière de renversement de situation. Et on m'a, là, de Kankan, on m'a envoyé à Zérekori, ils venaient de créer un nouveau collège. Donc j'ai fait, ensuite je suis venu à Conakry, puis à Kindia, puis de nouveau à Conakry. Mon enseignement secondaire a été une vraie pérégrination à travers le pays. J'ai fait Kankan, Zérekori, Kindia et Conakry. Se replongeant dans cette époque, Thierno Monenembo raconte comment il a quitté la Guinée dans un contexte général terriblement étouffant, dit-il. J'ai quitté la Guinée en 1969 dans un contexte général terriblement étouffant, celui de la dictature de Sékou Touré. Il n'y a plus de liberté de parole, plus de liberté de mouvement. Chacun se méfiait de chacun. On arrêtait les gens jour et nuit. Et j'ai décidé, comme 3 millions de mes compatriotes, de quitter le pays. J'ai marché pratiquement 150 km. Je me suis retrouvé au Sénégal, à Dakar, où j'avais une tante qui m'a accueilli. Et voilà comment ça a commencé. L'exil a commencé par Dakar. De Dakar, j'étais ensuite à Abidjan. À Dakar, il y avait énormément de grèves. Les établissements, les cours étaient perturbés. J'ai décidé d'aller m'inscrire à Abidjan, à l'université d'Abidjan, où j'ai fait 2 ans. Et de là-bas, en 1973, j'ai fait 2 ans à l'université d'Abidjan. J'étais 1 an à Mans pour enseigner. Et en 1973, j'ai été en France. Après son arrivée en France en 1973, il fait des études et obtient un doctorat en biochimie de l'Université de Lyon. Rien ne prédestinait Thierno Seydou Diallo à faire une carrière littéraire. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce jeune diplômé dans un domaine purement scientifique à se tourner vers l'écriture? Je me suis fourvoyé en littérature, je me suis perdu en littérature, je ne suis pas du tout littéraire. J'avoue déjà quand même que mon père écrivait. Mon père a écrit, il n'a pas publié, mais il a écrit, il a laissé beaucoup d'écrits. Et par mimétisme, moi aussi j'ai voulu écrire. Quand j'avais 17 ans, j'ai écrit un poème. J'étais follement amoureux d'une jeune fille à cette époque-là, de collège. Et j'ai écrit un poème sur elle, je l'ai présenté à mon père. Mon père, quand il l'a lu, il m'a dit « n'écris pas avant 35 ans ». C'est pour vous dire à quel point il était mauvais. Mais dans un coin de ma tête, quand même, un jour, j'écrirai. C'est ce que je me disais. L'exil a été l'opportunité qui a favorisé cet élan vers la littérature. À Lyon, dans les années 70, j'étais tout nouveau en France. Il y a peut-être 2 ans que j'étais là. C'est une société que je comprenais mal, trop froide, climatiquement et socialement. Et je travaillais de nuit dans un supermarché, je n'avais pas de bourse. J'ai fini par avoir des insomnies. Donc je notais des choses comme ça dans un cahier qui était d'abord destiné à recueillir des exercices de chimie. Et c'est là-dedans que j'ai écrit ce qui va aller devenir plus tard les crapauds-pousses. Sans trop me rendre compte, un peu à mon insu, je ne sais pas trop où j'allais. C'est l'exil qui a vraiment déclenché le réel besoin d'écrire. C'est l'exil, même la nécessité, ce n'est même plus un besoin. L'exil, en exil, on est obligé de s'exprimer parce que l'exil, c'est une noyade. En exil, vous perdez l'essentiel, c'est-à-dire la mémoire, une rupture totale. Rupture avec le pays, rupture avec la famille, rupture avec le fil de votre mémoire. Tout cela est à reconstruire, tout cela est à reconstituer, soit par la nostalgie, soit par le rêve, soit par l'écriture. Même s'il écrivait pour se sentir connecté à son pays, après la publication de son premier roman, Les Crapauds-Brousses, l'écriture s'est révélée être une passion pour lui. L'écriture est une thérapie. L'écriture, on met les mots sur des douleurs. On met les mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Et quand j'ai écrit ce roman, Les Crapauds-Brousses, je me suis senti moins
exilés. J'ai moins senti la douleur de l'exil. Je me suis rendu compte aussi d'une chose, quand plus tard j'ai écrit ce roman sur le génocide rwandais, je me suis rendu compte après que je supportais ce génocide beaucoup plus. L'exil est une thérapie. On écrit pour se soigner de quelque chose. Parlant de l'utilisation des langues nationales africaines dans les romans des écrivains contemporains, Thierno Monenembo affirme que cette pratique initiée par l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma a pour but de métisser plus ou moins les langues africaines à la langue française. Depuis Kourouma, effectivement, on a tendance à revenir à la syntaxe et au lexique de nos propres langues pour les métisser plus ou moins à la langue française. C'est un peu Amadou Kourouma qui a initié ça. Je ne vais pas trop loin moi parce que j'ai peur un peu de tomber dans le folklore, mais je le fais quand même de temps en temps, quand c'est nécessaire. En tout cas, Amadou Kourouma nous a montré une chose, c'est qu'il ne faut pas traduire les mots, il faut traduire l'imaginaire. C'est en traduisant l'imaginaire qu'on va d'une langue à une autre. Et nous, écrivains africains, nous partons forcément d'une langue à une autre. Nous sommes nés dans une langue, nous avons grandi dans une autre, nous écrivons dans une autre. Nous parlons dans une langue, nous écrivons dans une autre langue. Connu pour ses analyses critiques et pour avoir toujours dénoncé l'état de l'Afrique, mais surtout la dictature des dirigeants guinéens, Thierno Monenembo n'a pas manqué de faire une comparaison entre la Guinée nouvellement indépendante des années 1960 et celle d'aujourd'hui. D'abord, la Guinée elle-même a tellement changé, ce n'est plus du tout la même Guinée, du tout. La Guinée que moi j'ai connue et celle d'aujourd'hui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Rien, on dirait deux pays complètement différents. La Guinée que moi j'ai connue était encore une Guinée de valeur. Il y avait encore des hommes de valeur dans ce pays. Quand je dis des hommes de valeur, ce n'est pas forcément de grands richards ou de grands politiciens. C'est-à-dire que les gens avaient des principes, ils avaient des valeurs, il y avait une éducation. Partout, dans tout le pays. En Moyenne-Guinée, en Basse-Guinée, en Haute-Guinée, comme en Guinée-Forestière, j'ai toutes ces régions-là ensemble dans mon enfance. Il y avait des valeurs, il y avait une éducation, il y avait des relations sociales très fortes, très cordiales. Il y avait une entraide sociale, il y avait respect mutuel, il y avait une sympathie mutuelle. Il y avait un pays, une communauté de destin dans ce pays. Tout cela est mort aujourd'hui. Les dictatures sont passées par là, on nous a divisés, on a cassé tous les fils qui nous liaient, les ethnies, les religions, les générations. Nous sommes un pays en voie de déperdition. Poursuivant, ce romancier soutient que le problème de l'Afrique, ce sont ses intellectuels, rappelant même l'une de ses assertions qu'il avait écrite dans son premier roman, Les crabes aux brousses. Je parle ici des intellectuels africains. C'est nous, normalement, la solution de l'Afrique, la solution moderne. C'est nous qui avons été à l'école des Blancs, c'est nous qui savons ce que c'est que l'eau, pour rendre l'électricité, l'hydrogène, l'oxygène, la thermodynamique et bien d'autres choses. C'est nous qui aurions pu communiquer cela à notre société de façon à la pousser à faire le saut qualitatif qui va de la tradition, c'est-à-dire des choses héritées, aux choses inventées. Quand je voyais tous ces intellectuels en train de se faire zigouiller en Guinée, c'est à ce moment-là que j'écris ce roman, Les crapauds douces. Parce que, tiens, c'est ces gens-là qui sont en train de périr comme ça au Cambaro, alors que c'est eux justement qui auraient dû diriger le pays, éclairer le chemin du pays. C'est ça l'intellectuel, c'est celui qui porte la lumière. Tous les problèmes de la Guinée sont dus à nous, les intellectuels. C'est nous qui fabriquons les dictatures. Et après, nous en sommes les premières victimes. Et ça continue, ça n'a pas changé. Les romans de ces grands écrivains guinéens traitent souvent de l'impuissance des intellectuels en Afrique et des difficultés de vie des Africains en exil en France. Et ils lui ont permis d'obtenir plusieurs prix littéraires au cours de sa carrière. Mais pour lui, ces prix sont à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose. Beaucoup de choses et pas grand-chose. Je suis lucide. Les prix littéraires savaient parler de vous. Vous allez devant les télé, les radios, vous avez un nom. Mais il n'est pas du tout sûr que le prix littéraire fasse le talent littéraire. Les prix littéraires aujourd'hui, ça peut vous nourrir 1 ou 2 ans, voire même plus, mais ce n'est pas forcément, ça ne signifie pas forcément un talent. Je suis lucide là-dessus. Je
Mais ceci dit, si on m'en donne de nouveau, je prendrai, bien sûr. Allant même plus loin dans ses explications, il dit que ces prix ont été initiés pour venir en aide aux écrivains qui sont très souvent pauvres. Vous savez, tous les grands écrivains, Shakespeare, Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Balzac, Zola, ils n'ont jamais eu de prix littéraire. Les prix littéraires ont été écrits au XXe siècle, au début du XXe siècle, ça n'existait pas. Les écrivains, où ils vivaient parce qu'ils étaient riches, ou alors ils étaient reçus par des richards, des châtelains qui aimaient beaucoup leurs poèmes, leurs écrits, qui les hébergeaient, qui les nourrissaient, qui les logeaient. Parfois, c'est des rois éclairés. Il y en a eu. Tous n'étaient pas complètement despotiques. Ou alors des châtelains éclairés. Des gens très riches qui étaient sensibles à l'art, à la poésie, qui recevaient de grands musiciens ou de grands poètes, qui les nourrissaient, qui les logeaient afin de favoriser leur création. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus. Maintenant, ce sont les prix littéraires qui viennent au secours des écrivains qui sont très souvent très pauvres. Les grands artistes ont vécu dans la pauvreté. Je rappelle que Karl Marx, sa fille est morte à Londres de froid. Il n'avait pas de quoi payer le charbon. Par ailleurs, ce lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire, pour son roman Les écailles du ciel, pense que si l'Afrique veut avancer, les peuples africains doivent se réinventer. Parce que la force de l'Europe, c'est ça. Parce que l'Europe n'est pas une civilisation héritée, c'est une civilisation réinventée. C'est pour ça que l'Europe a dominé le monde et s'est réinventée. C'est cet effort-là que l'Afrique n'a pas encore fait. L'Asie est en train de le faire. L'Asie est en train de se réinventer. Même les langues en Europe ne sont pas héritées, ce sont des langues réinventées, ce sont des langues créées, de toutes pièces. Et nous, on a d'hériter la langue de nos ancêtres. Non, alors que le monde a changé. Il y a tellement de choses à dire aujourd'hui, à tout point de vue, au niveau scientifique, technique, philosophique, juridique. Nos langues ne suffisent plus. Il faut les réinventer. Nos modes de vie ne suffisent plus, il faut les réinventer. Notre système de pensée ne suffit plus, il faut le réinventer. Et c'est cet effort de réinvention qui n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que les intellectuels n'ont pas fait leur travail. Nos ancêtres ont fait leur travail, eux. Ils ne se sont pas contentés d'hériter. Son État ne s'est pas contenté d'hériter, il a réinventé, il a créé un grand empire. Son État avait dit d'ailleurs, il faut réinventer le monde. Il a dit, il faut changer le monde. C'est ça Kourkan-Fouga, c'était pour changer le monde. Eh bien, changeons le monde. Lors de nos échanges, on n'a pas manqué d'aborder la question sur son ordinateur, disparu avec un roman autobiographique qu'il dit avoir passé 3 ans à écrire. Selon Thierno Monenembo, ce vol dont il est victime n'est pas anodin. Je ne le retrouverai jamais, c'est dommage. C'est triste parce que je me dis, vous savez, moi j'ai proposé un don de 10 millions de francs pour toute personne qui me le rapporterait. Un ami a proposé 50 millions. Personne ne s'est présenté. Alors je me suis dit, ça c'est pas un petit voleur, c'est pas possible. L'ordinateur c'est un vieux, moi j'aimais beaucoup travailler là-dessus parce que j'adore le clavier qui est très pratique. Au marché noir, il ne coûte même pas 1 million ou 2 millions de francs. Quand on propose à un petit voleur 10 millions, il se présente. Ou 50 millions. Donc ce n'est pas un petit voleur, ça c'est autre chose. C'est certainement la police secrète guinéenne. Moi c'est ce que je vois rien d'autre que ça. C'est pas anodin ça, c'est la police secrète guinéenne. Forcément. Je le dis clairement, j'en suis convaincu. C'est pas une autre, c'est pas possible. Un voleur l'aurait déjà rendu. Dénonçant cet acte qui a fortement affecté sa vie professionnelle et même personnelle, ce grand écrivain va plus loin. Il nous apprend que ce roman qui lui a été arraché était d'ailleurs son seul projet du moment. Ils font ça par méchanceté. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a aucun secret à cacher. Tout ce que j'écris est voué à la publication. Ce sont des chroniques ou des romans. J'avais un gros projet, c'était de raconter mon enfance dans ce roman qui est perdu. Maintenant, il y a quelques mois, et il me faut déjà trouver la force, non seulement de survivre à ça, mais de recommencer l'écriture. Il faut que je recommence ce roman. Et on ne recommence pas un roman, c'est impossible. Une mère sait qu'elle ne peut pas recommencer un fils. Quand il est mort, c'est fini. Elle peut avoir un autre enfant. Mais ce fils-là, c'est fini. C'est pareil, ce roman-là est mort, il faut que je reconstitue, que je crée un autre roman. Sur le même sujet, bien sûr. Cependant, étant un fervent panafricain, ce lauréat du prix Renaudot, pour son roman Le Roi des Kaël en 2008, pense que l'Afrique a le devoir d'espérer. Nous sommes obligés d'espérer. Nous avons un devoir d'espérer. Nous sommes condamnés à espérer.
L'Afrique est condamnée à espérer. On ne peut pas vivre comme ça toute la vie. Il y a quand même des siècles et des siècles que ça dure. Il est grand temps de changer de monde. Il est grand temps de changer de statut par rapport à l'échelle des valeurs du monde. Nous n'allons pas passer à rester les esclaves du monde. Il faut qu'on se libère des chaînes, de toutes les chaînes, et de celles du corps et surtout de celles de l'esprit. Il est grand temps, encore une fois, de nous libérer et de nous réinventer. En nous réinventant, nous réinventerons le monde d'ailleurs. Parce que l'Afrique, si elle se réveille, si les intellectuels font ce qu'il faut, elle peut être la plus grande puissance du monde. Elle est faite pour être la plus grande puissance du monde. C'est le continent le plus jeune du monde. 60% des Africains ont moins de 30 ans. C'est le continent le plus riche en matière première. Il convient de souligner que Thierno Monenembo n'a pas été qu'un homme littéraire. Au cours de sa carrière, il a également enseigné au Maroc et en Algérie. Il a été même professeur invité au Middlebury College dans le Vermont aux États-Unis. Il représente une figure emblématique de la littérature contemporaine. Les récompenses et les prix qu'il a obtenus en font foi. Un vrai patriote, il a souvent critiqué la dictature et les agissements des dirigeants africains, notamment le coup d'État militaire du 23 décembre 2008 en Guinée, qui porte au pouvoir la junte menée par le capitaine Moussa Dadis Camara après la mort du feu président général Lansana Conté, qui avait dirigé le pays pendant 24 ans. En 2009, il condamne les massacres du 28 septembre, où plus de 150 civils ont été victimes de la barbarie de l'armée au pouvoir. Il a écrit alors une tribune publiée dans le journal Le Monde, intitulée « La Guinée 50 ans d'indépendance et d'enfer ». Il avait aussi appelé la communauté internationale à agir. Infatigable, il publia une autre tribune dans le journal Le Point au sujet de la volonté du président Alpha Condé de s'octroyer un nouveau mandat après son dernier mandat constitutionnel, quitte à marcher sur des morceaux de cadavres en alertant de nouveau la communauté internationale. Malgré la disparition de ce roman, qui était consacré à retracer son enfance, qui devait être publié en ce mois de janvier, Thierno Monenembo ne se laisse pas décourager. Toujours passionné de l'écriture, ce grand écrivain compte recommencer à réécrire son manuscrit qui lui a été méchamment arraché, même s'il est conscient qu'il ne pourra jamais le reconstruire tel qu'il était. Aujourd'hui âgé de 77 ans, Thierno Monenembo réside à Sonfonia, un quartier de la haute banlieue de Conakry, la capitale guinéenne.